Bonsoir à tous et à toutes. Il est 20h30. Je vous propose de commencer cette réunion. Je vais commencer par faire l'appel des conseillers et citer les pouvoirs reçus. Valérie Manissol. Présente. Daniel Gobato. Présent. Marilyn Laroux. Présente. Bernard Thor. Présent. Marie-Hélène Lagardère. Joël Vandenbon. Présent. Cathy Vigneault-Schweitzer, excusez, pouvoir à Emmanuel Lucas. André Gallois. Marie-Sophie Massès. Emmanuel Lucas. Présent. Christiane Prévitali. Serge Bador. Christine Mézigos. Philippe Dutot. Bernadette Cochet, excusez, procuration à Roberta De Angelis. Nicolas Verschuer, excusez, procuration à Philippe Dutot. Muriel Avide. Guylain de Flojac, excusez, procuration à moi-même. Roberta De Angelis. Loïc Desangles. Julien Pélissère. Marc Dugros. Sylvie Couder. Pascal Andrada. Sylvie Collat. Et Sylvie Haché. Donc je constate que le quorum est atteint et que la séance peut validement se tenir. Vous avez vu que cette séance est donc enregistrée et diffusée en audio en direct et qu'elle sera diffusée en différé dès demain en visio. Je proclame donc cette séance valide et je choisis donc je vous demande de bien vouloir nommer un secrétaire de séance. Alors, plus jeune étant toujours le même, accepte-t-il d'être secrétaire de séance? Oui. Merci beaucoup Loïc. Et nous commençons de suite par l'ordre du jour prévu, c'est-à-dire l'approbation du procès-verbal de la réunion précédente. Vous avez donc reçu ce procès-verbal. Avez-vous des remarques, des observations à faire sur le procès-verbal de la réunion du 15 février dernier? Non? Pas de remarques? Pas d'observations? Y a-t-il des gens qui s'opposent à ce procès-verbal? Des gens qui s'abstiennent? Je vous remercie et je remercie la personne qui l'a établi, parce que c'est toujours un travail long et fastidieux d'établir le procès-verbal, mais c'est utile pour que soient retranscrits tous nos débats. Le point numéro 2 à l'ordre du jour, c'est le point des décisions adoptées par moi-même du 10 février au 5 mars dernier. Vous avez reçu l'ensemble de ces décisions. Avez-vous des questions ou des remarques par rapport à ces décisions? Madame Collat. Oui, la 2021-19, est-ce que vous pouvez nous rappeler qu'est-ce qu'il en est du Chersica? On parle de faire une étude amiante et plomb avant la destruction, et on n'avait jamais entendu parler de travaux dans ce domaine. Alors, il s'agit de la destruction d'une partie de ces bâtiments qui sont aujourd'hui, qui menacent ruine. Donc ce n'est pas l'endroit, ce n'est pas le local où se tient la pétanque, hein. C'est l'autre bâtiment, l'autre hangar, celui où se trouve la maison qui a brûlé d'ailleurs. Si tu veux ajouter quelque chose, Daniel, par rapport à ça? Non, pas pour l'instant. Non. Donc il s'agit de prévoir la démolition de ce hangar parce qu'il est très dangereux. Voilà, il risque de s'effondrer, la maison risque de s'effondrer également. Donc nous avons lancé les travaux d'expertise. Avant toute demande de devis de démolition, il faut pouvoir avoir ces travaux, ces études qui mesurent les diagnostics amiantes et autres matières dangereuses. Oui? Je voulais savoir en fait depuis combien de temps c'est la propriété de la mairie, ce bâtiment? C'est une bonne question, je vous remercie de l'avoir posée, mais ce bâtiment est propriété de la mairie, oui, effectivement. Depuis autant que toi que tu es au conseil municipal. Depuis de très nombreuses années. Non. Peut-être pas 40 ans, mais Autant enfin, que toi que tu es au conseil municipal, Sylvie. Ça fait longtemps.
Oui, Après, c'est les autres questions 22 et 23 concernant les travaux, enfin les études pour le Foissin. Donc je suis un petit peu étonnée du montant de ces études. Alors, on comprend bien la nécessité, l'importance et la catastrophe humaine qui a failli arriver lors des précédentes catastrophes climatiques. Mais quand même, là, on est à 28 000 euros d'études. Donc voilà, je voulais savoir quel genre d'études. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails sur les études qui vont être effectuées pour ces travaux, pour envisager les travaux? Marie-Hélène Lagardère va vous répondre. Alors en ce qui concerne les études, donc il s'agit de relevés topographiques, il s'agit aussi de cartographie, il s'agit aussi d'une étude hydrologique qui sera après présentée en modèle numérique, donc en modélisation 3D, on appelle. C'est-à-dire ça nous permettra d'évaluer les quantités d'eau de pluie qui vont s'écouler sur ces terrains en temps et heure. Pour le moment, bon, c'est vrai que ces études sont peut-être onéreuses, mais au vu des dégâts causés par les intempéries depuis plusieurs années, je pense que ces études les valent vraiment. Alors, pour compléter effectivement la réponse de Marie-Hélène Lagardère, beaucoup de choses avaient été entreprises, effectivement. Et beaucoup de choses ont été aussi stoppées parce que dans les zones humides, il y a certaines libellules bleues dont vous avez entendu parler. Donc en fait, la question qui se pose là, c'est le dimensionnement exact de ce qu'on appelle des bassins de rétention ou autres dispositifs. Mais enfin, a priori, c'est plutôt les bassins de rétention qui sont prévus dans le cadre d'une étude comme celle-là, c'est-à-dire des zones qui sont sèches en permanence et qui peuvent se remplir au moment où il y a un très fort orage pour évidemment limiter les crues du ruisseau. Ces bassins, leur positionnement, leur dimensionnement nécessitent, pour être précis, ce qu'on appelle une modélisation, comme l'a dit Marie-Hélène, de manière très précise pour éviter de les faire ou trop grands ou trop petits et pour pouvoir ensuite prendre les décisions qui s'imposent en matière de pluviométrie décennale, cinquantennale, centennale que nous souhaiterons arrêter. Voilà. Donc là, on est dans un travail quand même très précis et d'où le montant de ces études. Hein. Donc la modélisation sera faite par le cabinet hydrogène et l'étude IES est ce qu'on appelle un assistant à maîtrise d'ouvrage qui nous aidera à déterminer, avant toutes travaux de maîtrise d'œuvre, à déterminer le projet en lui-même, quoi. Alors, ce que tu as dit, Marie-Hélène, c'est qu'on s'oriente certainement vers une remise de ces études vers le mois de septembre et probablement consultation de la population et des riverains à partir de ce moment-là, quand nous aurons les études en main pour le positionnement et les solutions retenues et les discussions avec la participation des riverains, bien évidemment. Est-ce que quelqu'un veut ajouter autre chose sur ce sujet ? Non ? Non ? Et avez-vous d'autres questions ? Non ? Je vous remercie. Alors, je vous propose donc d'adopter ces décisions et de prendre acte de la communication que nous venons d'en faire. Alors, avant d'aborder notre séance, je vous propose tout simplement de nous lever et de respecter une minute de silence en mémoire de M. Robert Dumas, qui est décédé il y a quelques jours maintenant et qui fut, pendant plusieurs mandats, conseiller municipal et adjoint au maire dans la commune de Lectoure. C'est quelqu'un qui a apporté son dynamisme et sa gentillesse au service de la commune, tant d'un point de vue économique que d'un point de vue municipal.
En sa mémoire, je vous demande de bien vouloir vous lever et de respecter 1 minute de silence. Je vous remercie. À l'ordre du jour de ce soir, nous avons la convention d'adhésion au programme Petite Ville de demain. Donc dans les documents qui vous ont été remis et dans la réunion de la commission qui s'est tenue lundi soir, vous avez été informés de cette convention d'adhésion que je vous propose de signer en collaboration avec la communauté de communes et la ville de Fleurance. Il s'agit, vous l'avez bien compris, d'un programme qui a été initié par Jacqueline Gouraud, ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. Et ce programme permettra aux collectivités choisies de renforcer leur fonction de centralité par la mise en œuvre de nouveaux projets structurants. Et il permettra également de donner un coup d'accélérateur aux projets déjà engagés qui prennent en compte la transition écologique, l'amélioration de l'habitat, la revitalisation commerciale ou encore la préservation du patrimoine. Ce programme s'adresse aux villes de moins de 20 000 habitants qui exercent des fonctions de centralité dans leur bassin de vie. Par la signature d'une telle convention, nous nous engageons autour de 3 piliers qui sont l'apport de compétences par le cofinancement possible d'un poste de chef de projet, l'accès à un réseau d'acteurs Petite Ville de demain qui favorisera l'échange d'expériences et le partage de bonnes pratiques entre les acteurs du programme, et des financements ciblés en fonction des projets et des actions à mettre en œuvre. Il s'agit donc d'une aide de l'État et, si vous voulez, d'une facilitation des accès aux subventions d'État et des autres collectivités territoriales sur des projets ciblés pour les collectivités qui veulent s'engager à la fois dans le bien vivre, dans le développement de pratiques respectueuses de l'environnement et dans le dynamisme commercial des centres-bourgs. Quelque part, il s'agit d'une suite donnée sous un nom différent, un programme qu'on a appelé le programme Bourg-Centre, auquel la commune de Lectoure était déjà adhérente dans le passé. Voilà. Cette fois-ci, l'État a choisi de demander aux communes intéressées de s'associer avec leur communauté de communes dans le rôle de centralisation et d'exercice de compétences que possèdent ces communautés de communes aujourd'hui dans le bloc communal. Vous avez lu cette convention d'adhésion. Elle prévoit l'embauche d'un chef de projet qui réfléchira avec le comité de pilotage pour établir la liste des opérations de revitalisation du territoire qui pourront être mises en œuvre et être bénéficiaires de subventions dans le cadre de ce projet. Il s'agit donc d'embaucher un chef de projet qui travaillera avec nous dans le cadre que je viens d'énoncer, c'est-à-dire en partenariat avec la ville de Fleurance et la ville et la communauté de communes, pour établir un programme et signer cette fameuse convention d'objectifs dans les 18 mois qui suivront la signature de cette convention. Donc cette convention est aujourd'hui simplement écrite dans les grandes lignes, mais bien évidemment, l'objet sera d'écrire le programme que nous souhaitons et ensuite de le réaliser dans les années suivant les 18 mois après la signature de cette convention. Avez-vous des questions par rapport à cette convention d'objectifs de revitalisation?
petite ville de demain. Oui, Madame Haché. Donc, le chef de projet, c'est bien quelqu'un qui sera en commun avec Florence, qui sera mutualisé avec Florence. C'est ça, il sera mutualisé avec Florence. Son salaire sera pris en compte à 75% par l'État, les 25% restants étant pris en compte par la communauté de communes. Voilà. Okay. Donc on se le partagera. On se le partagera avec Florence, c'est ça. Monsieur Pélissère? Oui, j'ai bien compris que ça serait un travail d'ingénierie plutôt, de mise en cohérence, d'arriver à tisser des liens. Et est-ce que vous avez une idée de l'enveloppe qui va être dédiée sur les projets qui vont être portés? Autrement dit, est-ce que c'est simplement une coquille vide où on va nous mettre à disposition en partie une personne aussi compétente soit-elle, mais s'il n'y a pas de moyens financiers pour mener à bien ces projets de rénovation, etc., ça ne va pas apporter grand-chose à la ville. Donc voilà, la question, est-ce que vous avez interrogé le préfet sur l'enveloppe qui va être dédiée pour le département du Gers, puisque quasiment toutes les villes de plus de 1500 habitants ont adhéré à ce projet? Alors l'enveloppe l'enveloppe prévisionnelle a été annoncée par le préfet, je ne l'ai plus en tête exactement. Ce qui est sûr, c'est que dans ce programme, comme dans beaucoup d'autres programmes, les subventions de l'État et les taux de subvention donnés par l'État sont déjà connus d'avance. Aujourd'hui, la plupart des programmes que l'on voit se mettre en œuvre à l'échelle communale, intercommunale, ne sont qu'un refléchage, en fait, de subventions. Il n'y a pas d'argent neuf, Monsieur Pélissère. En fait, ces enveloppes, ce sont les enveloppes usuelles de la DETR, de la DSIL et d'autres enveloppes qui seront fléchées sur des projets comme celui-là. Ça nous donnera simplement la priorité sur un certain nombre de projets. Ce qui est important de comprendre là, c'est que, bien sûr, il y a l'ingénierie commerciale et la réflexion que nous devrons avoir de priorisation des projets. Parce que des projets, il y en a beaucoup, évidemment. Prioriser ces projets, mais ensuite les discuter dans le cadre d'un comité de pilotage où participera la Banque des territoires, où participera la région, où participera l'État, et c'est ça qui fera avancer les dossiers, c'est ça qui fera que nos dossiers seront retenus dans le cadre des subventions. Aujourd'hui, il y a le plan de relance, par lequel nous bénéficions de pas mal de subventions, mais d'ordinaire, les subventions ne sont jamais garanties par l'État. Voilà. Donc, il n'y a pas une enveloppe, a priori, dans laquelle nous pourrions aller taper. Non, aujourd'hui, les projets doivent se construire avec l'État. Et là, nous sommes dans un cadre nouveau qui est un cadre défini par cette projection, ce projet qu'on appelle Petite Ville de demain et qui, je pense, mérite notre intérêt parce que les projets, nous n'en manquons pas. Ai-je répondu à votre question? Oui? Y a-t-il d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose d'adhérer au programme Petite Ville de demain, en collaboration avec la communauté de communes de la Lomagne gersoise et la ville de Fleurance. Je vous propose de nous engager à élaborer un véritable projet de territoire et de signer la convention tripartite d'adhésion au programme Petite Ville de demain. Y a-t-il des gens qui sont contre? Y a-t-il des gens qui s'abstiennent? Je vous remercie. Ce projet est donc adopté, cette délibération est adoptée à l'unanimité. Nous passons maintenant au point suivant, qui est le point de réactualisation du projet éducatif de la ville de Lectoure. Je passe la parole à Madame Manissol pour qu'elle nous explique cette délibération. À la demande des services départementaux à la jeunesse, à l'engagement et au sport, nous devons mettre à jour le projet éducatif de la ville. Le projet éducatif existait déjà auparavant et donc nous l'avons juste revu. Nous avons entre autres ajouté l'accessibilité donc pour les services municipaux donc à la jeunesse, à la petite enfance et à la jeunesse. Donc ajouter l'accessibilité et l'inclusion de tous dans ce projet éducatif.
Et également, si les objectifs figuraient déjà dans le plan éducatif, les objectifs opérationnels également, par contre, nous avons rajouté les moyens à mettre en œuvre pour ce projet éducatif. Voilà. Donc, je vous rappelle que le projet éducatif concerne les structures et les dispositifs suivants gérés par la municipalité, à savoir donc les accueils de loisirs associés aux écoles publiques, la maternelle et l'école élémentaire, l'accueil de loisirs sans hébergement, la LSH, la médiathèque, ludothèque, info jeunes, l'opération été jeunes et le conseil municipal des jeunes. En fait, du coup, la préfecture a un droit de regard par rapport à tous ces projets éducatifs et du coup demande, même si nous avons des règlements et des obligations de par l'éducation nationale, par rapport aux projets municipaux, donc il y a quand même un contrôle de la part de la préfecture. Voilà. Et donc je vous propose ainsi d'approuver ce projet éducatif réactualisé tel qu'il a été annexé et vous avez reçu l'annexe. Merci Madame Manissol. Avez-vous des questions, des remarques, Monsieur Pélissère? Oui, simplement, c'est pas rien le projet éducatif de la ville. Et j'aurais souhaité, mais comme mes collègues ici présents, que vous convoquiez, Madame, la commission jeunesse et scolaire, que l'on puisse en discuter. Et peut-être inviter aussi les acteurs que vous avez cités de la ville et qui participent à l'éducation de nos jeunes. Alors je sais qu'avec le Covid c'est compliqué, mais une visio aurait pu se faire pour amender, parce que finalement, la question que je voulais vous poser, qui a amendé ce texte? Alors ce texte a été vu avec les coordinatrices qui, elles, sont en contact régulier avec toutes les structures municipales. Également, on a, comme je vous dis, rien changé au projet éducatif qui reste le même. On est dans la continuité, dans la volonté avec un objectif de service pour tous, l'accessibilité pour tous. Et je vous dis, on a rajouté l'inclusion dans ce projet éducatif. Et la coordinatrice qui est embauchée par les soins de la municipalité est en contact avec toutes ces structures. Effectivement, donc, je n'ai pas convoqué la commission puisqu'on n'avait qu'un dossier et donc qui était celui-ci. Voilà, et donc on vous l'a envoyé et donc j'ai envoyé un message, mais je n'ai pas, je ne sais pas si vous l'avez reçu, j'ai pas eu de réponse. Voilà. Avez-vous d'autres remarques? D'autres questions, Madame Collat? Je vois qu'effectivement, dans ce projet éducatif, on reparle du conseil municipal des jeunes. Alors peut-être c'est l'occasion d'en parler. Où est-ce qu'on en est actuellement? Alors, je peux y répondre et après, Loïc, si tu veux y répondre, tu pourras également abonder dans la réponse. Le conseil municipal des jeunes, effectivement, on a eu la volonté de le réunir. Le problème, c'est toujours le même, c'est qu'on a interdiction de brassage entre les élèves et on a cette problématique sur les tours d'avoir une école publique et une école privée. Et donc, aujourd'hui, il est impossible de réunir tous ces élèves et surtout de procéder aux élections de ces élèves. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Loïc? Il y a d'autres points. Voilà, c'est vrai qu'avec la pandémie, brasser les classes, les écoles, ça, c'était peut-être pas la priorité. C'est vrai que c'est toujours une priorité de le mettre en place dès que possible, si possible avant le mois d'été, mais on marche sur des œufs aussi au niveau des activités périscolaires. C'est vrai que moi je pense que le conseil municipal des jeunes, ça fait partie de ces activités qui, même si c'est géré par la municipalité, ça reste quand même du périscolaire avec des activités de brassage et voir comment ça peut être fait de la meilleure des manières. Bien, merci Loïc pour ces précisions. Est-ce que la réponse vous convient, Madame Collat? Donc le projet sera mis en œuvre dès que possible, c'est-à-dire que dès que la pandémie
et en tout cas les mesures gouvernementales permettront plutôt le brassage des classes, comme viennent de le dire Loïc et Valérie Manisol. Donc je vous propose, par rapport au projet pédagogique qui vient de vous être présenté, de passer au vote. Y a-t-il des gens qui s'opposent à ce projet pédagogique? Des gens qui s'abstiennent? Je vous remercie. Et je vous propose de passer au point numéro 5, qui est le point de demande de subvention pour les travaux du quartier Bagatelle. Je passe la parole à Madame Laroux. Par délibération donc, du 7 septembre dernier, le conseil municipal il a voté la mise en œuvre de la mission de maîtrise d'œuvre pour des travaux de réhabilitation et de remise en conformité de tous les réseaux, voiries et espaces verts du quartier Bagatelle. Cette opération est estimée aujourd'hui à 1 638 933 € hors taxe. Ainsi, la commune sollicite l'attribution d'une subvention au titre de la DETR au taux de 40%, avec en complément donc, les subventions des cofinanceurs, la région, le département, l'agence de l'eau à Dour-Garonne et le syndicat départemental d'énergie du Gers. Donc, ainsi, on vous propose le plan de financement comme suit. L'État au titre de la DETR 2021, 40%. Soit 655 573,20. La région, 50% de la part des travaux relatifs au parking de la cité scolaire à hauteur de 81 880. Idem pour le département. Et de plus, pour le département, 15% au titre des travaux EP, c'est-à-dire à hauteur de 38 436. De l'agence de l'eau à Dour-Garonne, 25% des travaux EP, soit 64 060. Du SDEC, 35% de la partie éclairage public et réseau électrique, soit 126 000. Et le résiduel, donc, à la charge de la commune, 591 103,80 € TTC. Ainsi, donc, je vous demande de bien vouloir approuver ce plan de financement, comme je viens de vous l'indiquer, et de solliciter auprès de monsieur le préfet et des autres cofinanceurs l'attribution de subventions correspondantes. Merci Madame Laroux. Avez-vous des questions, des remarques, des observations sur ce plan de financement? Alors il y en a deux, Madame Collat d'abord, Monsieur Pélisser ensuite. J'ai fait la remarque l'autre jour à la commission, c'est vrai qu'on a l'impression, on n'a pas eu du tout de réunion sur ce projet Bagatelle et il y a quand même des sommes attribuées à des postes précis comme le parking, etc. Donc en fait il n'y a pas eu de réflexion citoyenne, collective autour de cette étude et c'est ce qui me gêne toujours, c'est-à-dire que quoi qu'il en soit, une fois qu'on a une mise en œuvre du maître d'ouvrage, on a l'impression qu'après ce sera encore difficile de revenir dessus. Alors on nous parle déjà d'éclairage, alors est-ce qu'il faut un éclairage? On ne se pose même pas cette question. Est-ce qu'il faut autant de parking? Quel type de parking? Voilà, et pourtant on a des sommes. S'il y a des sommes en face, c'est qu'il y a déjà des idées assez précises. Et c'est ce qui me gêne un petit peu dans la façon dont on n'est pas consulté, et surtout sur ce projet Bagatelle, où vraiment il est nécessaire pour ce quartier que les citoyens qui y vivent soient associés. On avait un problème de circulation. Donc avant même de parler de l'aménagement de la voirie, est-ce que la circulation doit se faire dans le même sens qu'elle est actuellement? Ce qui peut changer effectivement tout le projet, ce type de financement. Voilà ma question. Donc, il me semble que ce projet doit être un projet citoyen et qu'on va un petit peu vite en besogne des tarifications. Je donne la parole à Daniel Gobato pour vous répondre. Alors Sylvie, très très bonne question, je te rejoins complètement. Alors aujourd'hui nous sommes sur une étude de faisabilité, donc avant de lancer le projet, nous allons voir si nous pouvons obtenir d'abord les subventions. Et une fois que les subventions seront actées, nous ferons des réunions à ce moment-là pour mettre le projet en vie. C'est-à-dire qu'on ne prendra aucune décision sans vous avoir concerté et la commission et les habitants de la cité Bagatelle. Mais aujourd'hui nous sommes sur une étude de faisabilité. Donc nous n'allons pas aller trop vite non plus. Donc sur le sens de la route et tout, il y a déjà des études, mais rien n'est encore acté. Ni pour l'éclairage, ni pour les parkings. On est vraiment sur une base d'études avant tout. Le projet n'est pas encore lancé. Alors si je peux me permettre d'ajouter que
en fait, cette concertation, effectivement, il faudra qu'elle ait lieu, et qu'elle aura lieu, comme vient de le dire Daniel, sur un avant-projet un peu construit. Vous savez, même Cola, dans tous les projets, quand on interroge des assistants à maîtrise d'ouvrage, ces gens-là ont en tête des ratios. C'est-à-dire qu'un aménagement, en fonction de la surface concernée, vous donne à peu près des enveloppes. Et la démarche, c'est d'aller chercher, d'aller voir si on peut avoir les subventions. Et là, en l'occurrence, on est un peu pressé, parce qu'effectivement, il y a une subvention du syndicat d'électrification qui nous oblige sur ce projet. Et c'est pour ça que ce projet, nous voudrions le démarrer assez rapidement. Voilà. Non seulement il y a urgence, mais en plus il y a une urgence financière. Voilà. Est-ce qu'on a répondu à votre question? Monsieur Pélissère. Je suis d'accord, oui, sur ce que vous disiez sur la démocratie participative. Et évidemment, il faut impliquer les citoyens qui vont vivre dans ce quartier. Interroger aussi évidemment les structures scolaires, parce que c'est un vrai campus qu'il y a aujourd'hui autour de ce quartier et dans ce quartier. Vous avez répondu sur l'urgence. Je voulais vous demander pourquoi lancer ce projet immédiatement au vu de ce que ça va coûter. Alors ça va coûter, c'est un sacré investissement, c'est un grand projet pour notre ville, 1,6 million, c'est pas rien du tout. Donc vous avez en partie répondu là-dessus. Et ensuite, je me posais une question par rapport à la communauté des communes. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui la voirie qui dessert le lycée privé, le lycée public, le collège, la cité scolaire, ce ne sont pas classés en voirie intercommunale, puisque je regardais la semaine dernière les chiffres, 68% des élèves de notre communauté de communes vont passer dans ce campus. Donc ça relèverait de mon point de vue d'une voirie intercommunale. Et ça nous permettrait aussi de diminuer la note pour les lecturois, dans la mesure où vraiment, en termes en tout cas quantitatifs, quand une grande partie de la population de notre territoire va passer dans ces établissements scolaires, participer également à la vie, je pense qu'on devrait proposer à la communauté des communes de prendre en partie cette voirie. Alors écoutez, c'est une suggestion que je vous conseille de faire à la commission voirie. Je ne sais pas si vous y êtes ou vous y êtes représenté, à la commission voirie de la communauté de communes, mais ceux qui y sont pourront proposer. Effectivement, ça c'est la définition de l'intérêt communautaire qui a été fait. Les personnes, il y avait des personnes de Lectoure qui siégeaient à cette commission voirie dans la précédente mandature. Et la définition de l'intérêt communautaire a été faite avec tout le monde. Donc aujourd'hui, l'intérêt communautaire est défini comme effectivement des routes desservant des équipements économiques, des équipements touristiques et des routes sur lesquelles il y a un passage très important. Donc il conviendrait effectivement de regarder. Maintenant, sur un projet comme celui-là, oui, proposons-le à la commission voirie. Voilà. Écoutez, la proposition sera faite par les représentants à la commission voirie. Votre proposition est retenue, Monsieur Pélissère. Voilà. En matière je pense que l'observation que vous aviez faite, oui, sur l'urgence, sur ce projet qui est très important et qui de toute façon devra être phasé dans le temps sur le plan pluriannuel d'investissement. Voilà. Y a-t-il d'autres questions sur ce projet? Non? Je vous propose donc d'adopter cette délibération et donc de m'autoriser à solliciter auprès des organismes qui ont été cités dans la délibération les subventions correspondantes. Y a-t-il des gens qui s'opposent? Des gens qui s'abstiennent? Je vous remercie. Cette délibération est donc adoptée à l'unanimité. Nous passons au point numéro 6, qui est également une demande de subvention, et je repasse la parole à Madame Laroux. Donc, dans le cadre du plan de relance, continuité pédagogique, l'État a lancé un appel à projet centré sur le premier degré qui vise à assurer un égal accès aux services publics de l'éducation. Donc, dans ce but, l'État a investi 105 millions d'euros à compter de 2021 pour soutenir la généralisation du numérique éducatif. Ainsi, la commune sollicite l'attribution de subventions pour l'acquisition de 12 ordinateurs portables et de ressources numériques pour un montant total de 9 397,16 € hors taxes destinés aux 6 classes du groupe Robert Castin.
Ainsi, je vous demande de bien vouloir approuver le plan de financement prévisionnel de cette opération, comme suit. L'État pour l'achat d'ordinateurs subventionné à hauteur de 70%, soit 3 912,97. L'État pour l'achat de services et de ressources numériques à hauteur de 50%, soit 1 903,60. La région à hauteur de 20%, soit 1 879,43. Et la commune à hauteur de 1 701,16 €. Ainsi, je vous demande de bien vouloir solliciter, que Monsieur le maire sollicite auprès de Monsieur le préfet et les autres cofinanceurs l'attribution de subventions correspondantes. Il s'est avéré que lors du déménagement de l'école Bladé, les ordinateurs se sont révélés qu'il était nécessaire de les changer, de procéder au remplacement. D'où cette acquisition de 12 portables, avec les applications qui vont avec. Merci Madame Laroux. Donc, tout ça, c'est bien évidemment sur proposition du conseil d'école et des enseignants. Y a-t-il des questions et des observations par rapport à cette délibération? Aucune. Je vous propose donc d'adopter cette délibération pour solliciter les subventions sur un appel à projet pour un socle numérique et demander les subventions telles qu'elles ont été décrites. Y a-t-il des gens qui s'opposent, des gens qui s'abstiennent? Je vous remercie. Cette délibération est donc adoptée à l'unanimité. Le point suivant est aussi une demande de subvention pour ce qui concerne la rénovation énergétique de la maison Saint-Louis. Madame Laroux. Voilà. Toujours en date du 18 novembre 2020, l'État a transmis une instruction relative au soutien à la rénovation énergétique des bâtiments. La commune sollicite donc l'attribution d'une subvention au titre de la DSIL au taux de 40%, avec en complément la subvention du département pour les travaux de rénovation énergétique de la maison Saint-Louis d'un montant de 319 999,06 hors taxe. Ainsi, je vous demande de bien vouloir donc en délibérer, autoriser le plan de financement prévisionnel de cette opération comme suit. L'État au titre de la DSIL 2021 à hauteur de 40%, soit 127 999,62. Le département à hauteur de 20% pour 63 999,81. La région à hauteur de 16% pour 50 000 et la commune 77 999,63 €. Et je vous demande de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à solliciter auprès de Monsieur le préfet et des cofinanceurs l'attribution de subventions correspondantes. Donc il s'agit de travaux de remplacement de menuiserie extérieure, d'isolation en matériaux biosourcés, de chauffage pompe à chaleur, d'éclairage LED intérieur, extérieur, et de la réhabilitation de la charpente couverture zinguerie. Bien, alors là encore, il s'agit du plan de relance dont on a déjà parlé autour de cette table, pour lequel nous sollicitons évidemment les aides de l'État, les aides de la région, du département, de manière à pouvoir procéder à cette rénovation de la maison Saint-Louis, qui est une attente de l'association qui l'occupe actuellement, et que nous pourrons faire si nous disposons de ces subventions. Donc là encore, il s'agit de demander les subventions et pour ensuite pouvoir planifier les travaux à la vitesse où nous pourrons les réaliser, bien évidemment. Avez-vous des questions par rapport à cette demande, à ce projet? Pas de remarques? Pas de questions? Alors je vous propose d'en délibérer. Y a-t-il des gens qui s'opposent à ce que nous présentions ce plan de financement et demandions les subventions telles qu'indiquées? Des gens qui s'abstiennent? Je vous remercie. Le point suivant est encore une demande de subvention pour la rénovation énergétique de la Halle au Grain. Marilyn Laroux. Alors toujours pareil, en date du 18 novembre dernier, l'État a transmis l'instruction relative au soutien à la rénovation énergétique des bâtiments. La commune elle a sollicité l'attribution d'une subvention au titre de la DETR au taux de 40% avec en complément une subvention du département pour les travaux de rénovation pour un montant de 667 995,60 € hors taxe. Ainsi, je vous demande de bien vouloir approuver le plan de financement comme suit. L'État au titre de la DSIL 2021, 12%, soit 80 159,47.
l'État au titre de la DETR 2022 à hauteur de 28%, soit 187 038 77. La région à hauteur de 7% pour 50 000 euros. Le département 20% pour 133 599,12. Et la commune 217 198,24 euros hors taxe. Je vous demande de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à solliciter auprès du préfet et des autres cofinanceurs l'attribution de subventions correspondantes. C'est pareil, là, la préfecture est revenue vers la commune justement pour... il leur restait un résiduel d'enveloppe DSIL, le plan de relance rénovation énergétique, lié donc à des projets communaux qui n'ont pas été retenus. Et ils sont revenus donc vers la commune de Lectoure pour voir si on pouvait, si on était toujours intéressé pour cette DSIL à 12% et en s'engageant à nous compenser au titre de la DETR 2022 à hauteur de 40%. Voilà. À condition de signer un marché de maîtrise d'œuvre-études avant le 31 décembre de cette année. Donc on va voir cette opération lissée dans la programmation du PPI, lissée sur les années futures, après les premières opérations des écoles surtout. Merci beaucoup, Mme Laroux. Effectivement, la discussion et les délibérations que nous prenons aujourd'hui en fait concernent tout ce qui est la programmation budgétaire qui vous sera représentée, détaillée dans les prochains jours, puisque la séance du conseil municipal qui décidera du vote du budget 2021 se tiendra le 12 avril prochain. Et avant cette séance, bien évidemment, seront discutés tous ces documents budgétaires et notamment le plan prévisionnel d'investissement sur lequel il y a un certain nombre de ces dossiers qui figureront avec bien évidemment un fractionnement annuel des investissements que nous réaliserons. Cette rénovation énergétique de la halle au grain est un sujet important. Suscite-t-il des questions parmi vous ou des remarques ou des observations? Oui, Monsieur Pélissère. Je suis évidemment favorable à ce que l'on... c'est un effet d'aubaine finalement de s'appuyer sur le plan de relance de l'État. Et ça aurait été une erreur de ne pas investir avec les aides qui nous sont destinées sur les 2 à 3 ans qui viennent. Alors j'attends de voir le PPI, mais je ne vous cache pas que je suis quand même inquiet au vu de la masse financière que vous nous présentez, plus la voirie que vous avez présentée au dernier DOB. Donc j'espère, Madame Laroux, que vous allez faire dissiper mes inquiétudes au prochain conseil municipal, parce qu'il faut bien qu'on se rende compte que au niveau des emprunts, on était déjà relativement haut. On n'était pas dans le rouge, mais on était relativement haut. Et ce que vous nous présentez, j'ai pas fait de longues études d'économie, mais bon, je suis relativement inquiet. Madame Laroux aura le challenge de dissiper vos inquiétudes, Monsieur Pélissère. Y a-t-il d'autres questions? D'autres remarques? Non? Je vous propose donc de voter cette demande de subvention telle que Marilyn Laroux vient de vous la présenter, à savoir demande de financement auprès des organismes compétents. Y a-t-il des gens qui s'opposent, des gens qui s'abstiennent? Je vous remercie. Cette délibération est donc adoptée à l'unanimité. Et je vous propose de passer à la question numéro 9, qui est là encore une question financière, une proposition d'acceptation en créance éteinte d'un titre de recette. Je passe la parole à Madame Laroux. Il s'agit d'une délibération purement comptable, dont la trésorerie de Condo a fait le point sur les recettes non recouvrées, dont le paiement a été annulé par décision de justice. En conséquence, elle demande donc à la commune l'acceptation en créance éteinte du titre correspondant. L'écriture comptable consiste à émettre un mandat au compte 6542, créance éteinte pour un montant de 1454,30 €, dont les crédits correspondants seront bien sûr inscrits au budget principal de l'exercice 21.
Ce type de recette correspond donc à une régularisation d'un salaire indûment perçu par un ancien employé communal pour le mois d'août 2018. Je vous demande de bien vouloir donc en délibérer et autoriser l'admission en créance éteinte du titre de recette 2018 T 576.1 d'un montant de 1454,30 €. Voilà, alors vous savez comment ça se passe quand il y a des perceptions indues ou des factures impayées. La trésorerie poursuit un certain temps et au bout d'un moment nous demande la possibilité de déclarer la quittance en créance éteinte. Voilà. Avez-vous des questions ou des remarques par rapport à ça? Il s'agit, comme le dit Madame Laroux, d'un sujet sur lequel nous ne pouvons pas faire grand-chose puisqu'on est arrivé au bout des procédures normales de recouvrement et qu'aujourd'hui il s'agit purement et simplement d'une écriture comptable. Y a-t-il des gens qui s'opposent à cette délibération, des gens qui s'abstiennent? Je vous remercie. Donc cette délibération est donc votée à l'unanimité. Nous arrivons donc maintenant à la phase des questions diverses. J'ai reçu par écrit une question diverse en trois temps. La première question, il s'agit de la demande suivante, la piscine municipale. À quelle date ouvrira la piscine municipale de Lectoure? Écoutez, cette piscine municipale, notre piscine municipale ouvrira en juin. À une date qui sera décidée par les élus. Contact a été pris déjà avec les maîtres nageurs qui étaient là l'an dernier. Vous savez que c'est toute la problématique depuis que nous n'avons plus de maîtres nageurs dans l'équipe municipale, mais parmi les agents municipaux. Eh bien, nous faisons appel à des maîtres nageurs extérieurs qui ont des contraintes parce qu'ils exercent ce métier de maître nageur ailleurs pendant la période scolaire et qui viennent ici pendant les vacances. C'est pour cette raison que la piscine n'ouvre généralement que vers la fin juin. Si vous avez des pistes pour avoir des maîtres nageurs disponibles avant fin juin, nous sommes preneurs de ces informations. Mais aujourd'hui, je n'ai pas les dates exactes à vous donner. La piscine ouvrira dès que possible en fonction de la disponibilité des maîtres nageurs que nous avons à disposition. La deuxième phase de la question concernait les travaux de réfection du rempart de la Cerisée. Écoutez, la réponse a déjà été donnée tout à l'heure. Nous verrons la planification de ces travaux qui interviendra dans le plan prévisionnel d'investissement. Mais je peux déjà vous dire qu'en fonction effectivement de tout ce que nous voyons depuis un certain nombre de séances, c'est-à-dire la priorité qui est donnée à un certain nombre de dossiers par le plan de relance de l'État, qui est venu bousculer un peu la planification qui était la planification initiale, eh bien ce rempart de la Cerisée sera réparé, mais certainement pas dans les toutes premières années de notre plan prévisionnel d'investissement. Et donc le jardin de la Cerisée restera fermé pour l'été, puisque dangereux, étant donné qu'on a eu cet effondrement. La troisième question concerne la communication des indemnités des élus, telle que le prévoit la loi, effectivement, avant le budget, c'est-à-dire avant la séance du 12 avril prochain, vous seront communiquées les indemnités perçues par les élus. Quant à votre demande que cette information soit postée sur Facebook ou sur le bulletin municipal est parti à l'impression et ça ne me paraît pas une très bonne idée de le communiquer sur Facebook, Monsieur Pélissère. Par contre, nous vous le communiquerons bien évidemment dans les documents communaux. Une information que je tenais à vous faire également, c'est les travaux sur la route du lac. Vous savez que la route du lac est fermée à la circulation. Enfin, fermée. Nous n'avons pas été et volontairement, nous n'avons pas été très fermes dans l'application de cette fermeture. Les travaux sur cette route interviendront le 30 et 31 mars prochain, c'est-à-dire lundi et mardi. Vous pouvez déjà, par contre, prévenir les gens, si vous en connaissez, que lundi et mardi prochain, ne prenez pas la route, parce que là, elle sera vraiment fermée. Et ces travaux, donc, permettront la mise en place d'un passage provisoire, qui sera un passage sur une seule voie, réglementé par un alternat, c'est-à-dire des feux rouges
qui permettront le passage dans un sens puis dans l'autre. Les premiers résultats des études géotechniques ne nous sont pas encore parvenus, mais en tout cas, on comprend bien que pour les riverains, cette fermeture de la route est quelque chose de très désagréable et de très obligeant, puisque nombre d'entre eux doivent faire d'énormes détours pour se rendre à leur travail ou pour amener les enfants à l'école. Donc en l'occurrence, cette route réouvrira normalement milieu de semaine prochaine, dès que les travaux seront faits, pour que cet été, elle puisse être empruntée dans ces conditions provisoires et que nous puissions demander à la communauté de communes de faire les travaux définitifs de consolidation de cette zone en septembre ou octobre prochain, après l'été. Là encore, la route sera fermée pendant une certaine période. La dernière information, je l'ai déjà donnée, c'est la prochaine réunion du conseil municipal qui aura lieu le 12 avril prochain, ce sera la séance budgétaire. Avez-vous d'autres questions, des remarques, des informations? Madame Collat? Voilà, oui. J'ai été sollicitée par M. Serge Planade pour la fête du Faubourg le 18 avril. Il a, si je ne me trompe pas, il a prévu un marché biologique et une fête aux plantes ou aux fleurs. Donc je voulais savoir si vous feriez le nécessaire pour que ce soit maintenu, quelles que soient les injonctions de la préfecture, compte tenu du fait que partout actuellement, beaucoup de petits producteurs, notamment horticulteurs, se plaignent que dans le département, les foires aux fleurs ou aux plantes sont annulées les unes derrière les autres et parfois 8 jours avant leur date d'exécution. Ça a été le cas la semaine dernière pour Mirande. Et donc, voilà, c'est pour un souci d'équilibre économique, pour tous les gens qui essayent de projeter une activité un peu économique, liée au territoire aussi, dans la biodiversité, dans le fait de planter des fleurs, et que quand même on peut assimiler ça plutôt à un marché qu'à une foire. Donc je vous mets justement, voilà, j'aimerais qu'on anticipe pour être sûr que ça puisse se faire, que ça puisse fonctionner, parce qu'on a besoin un peu de cette air-là aussi, d'un petit peu de vie dans notre ville, et aussi pour soutenir tous les producteurs qui se préparent à ce type d'événement, pour pas qu'une fois de plus ce soit annulé. L'an dernier, ils ont été interdits de toutes leurs ventes, et ça va faire la deuxième année. Et je vous assure que pour certaines plantes, c'est difficile de les multiplier ainsi éternellement. Voilà, donc je voulais savoir quelle était votre position, et si vous pourriez justement trouver un statut qui permette que, puisque les marchés sont autorisés, d'anticiper pour ne pas tomber dans l'escarcelle d'une directive où, comme j'ai vu la sous-préfecture de Mirande répondre à la mairie de Mirande que c'était pas plus de 6 personnes présentes, donc la foire était annulée. Enfin, voilà. Alors écoutez, je ne sais pas dans quelles conditions se font les foires à Mirande, mais en l'occurrence ici, le marché prévu par M. Panat, et je parle bien de marché, c'est comme ça que la déclaration a été faite en préfecture, hein, je crois, à Marie-Hélène. Donc la demande ayant été faite sous forme d'un marché, je n'ai pas à ce jour d'informations revenant de la préfecture qui soient alarmantes. Alors, deux éléments dans la réponse. Le premier, c'est que si la préfecture nous interdit une manifestation, je discuterai bien évidemment avec le préfet, mais à un moment donné, si j'ai une injonction préfectorale, je m'y résoudrai. Mais je serais surpris qu'elle vienne, étant donné qu'on est en extérieur. Je crois que la grande limite que font les administrations, c'est l'intérieur-extérieur. C'est d'ailleurs pour le marché de Noël, c'était bien la question. C'était ce marché étant fait en intérieur, nous avons dû l'annuler. Je ne sais pas s'il y a d'autres éléments de réponse que tu voulais apporter, Marie-Hélène, par rapport à ça. Non, tout simplement que j'ai reçu Monsieur Serge Panat aussi, et en fait, l'animation qui est proposée est bien et belle un marché de plein vent, un marché plein air. Donc à ce jour, nous n'avons aucune indication qui nous dise de l'interdire. Voilà, puisque les distanciations seront respectées, on est en l'extérieur. Pour le moment, il n'y a rien qui nous indique d'annuler ce genre de marché. C'est un marché de producteurs, un marché aux fleurs. Voilà. Alors je prolonge la question avec la fête foraine. La demande a été faite en préfecture,
Mais les fêtes foraines aujourd'hui sont sous le coup d'un décret ministériel qui les interdit. Donc, à moins que, et j'attends avec impatience le nouvel arrêté préfectoral qui devrait sortir fin mars, parce que nous sommes sous le coup d'un arrêté préfectoral, celui qui oblige le port des masques en extérieur dans les 22 villes les plus importantes du département. Celui-là dure jusqu'au 31 mars. Donc, normalement, semaine prochaine, il devrait sortir un nouvel arrêté préfectoral qui nous donnera, je l'espère, une visibilité un peu plus certaine et j'attends avec impatience la réponse préfectorale sur la fête locale de début mai, mais j'ai l'impression, à la visibilité d'aujourd'hui, que cette fête locale est plutôt compromise. Voilà, elle. Le seul créneau que nous ayons aujourd'hui, c'est effectivement les marchés de plein vent. Voilà. Et pour cet été, j'espère qu'on pourra partir vers des vides-greniers ou en extérieur. Vas-y Marie-Hélène, je t'en prie. Les vides-greniers sont actuellement autorisés, mais en extérieur aussi. Voilà. D'autres remarques? Monsieur Pellissière. Simplement rebondir sur votre réponse concernant l'état récapitulatif des indemnités d'élus. Vous avez dit que ce n'était pas une bonne chose de publier sur Facebook ou sur le journal, sur le bulletin municipal. Moi, je pense que c'est une exigence démocratique. Ça fait preuve de transparence. C'est pas du voyeurisme, parce que je l'ai entendu, ça. C'est une forme de voyeurisme. On ne demande pas aux élus de publier leur patrimoine personnel. C'est pas une déclaration de patrimoine personnel. C'est simplement montrer aux citoyens ce que, j'aime pas le mot gagne, mais en tout cas comment ils sont indemnisés. Et si on veut retisser un lien de confiance avec nos concitoyens, c'est leur montrer que finalement, ce qui est indemnisé, c'est pas faramineux. Voilà. Mais écoutez, j'ai aucun doute sur le fait que ça finira sur Facebook, si c'est ça que vous voulez dire. Mais en tout cas, si vous voulez, la communication et je n'ai aucun souci avec cette communication-là. Je vous disais simplement que votre demande d'en faire état dans les outils de communication municipaux, celle-là, moi, je n'y souscris pas. Nous en discuterons, mais moi, il me semble qu'il paraît tout à fait logique de communiquer, et c'est une obligation légale, et vous aurez communication de cette information. Après, chacun d'entre vous en fera ce que bon lui semble. Voilà. Madame Collat. Madame Collat. On pourrait d'ailleurs faire des tableaux comparatifs, ce serait intéressant, finalement. Faire l'évolution sur les 20 dernières années, hein, avec le cumul des mandats aussi. Et voilà, et on met tout sur la table, pourquoi pas. Mais de toute façon, tout citoyen a accès sur Internet pour savoir le montant des indemnités de ses élus, quels qu'ils soient. Donc voilà. Mais ça serait assez amusant de comparer entre deux mandatures, au moins. Pourquoi pas, moi je trouve que ça c'est intéressant. Et de toute façon, je vous assure que ces indemnités correspondent à un véritable travail des élus. Et que tous les élus qui sont aujourd'hui en charge des dossiers et des délégations autour de cette table ont des indemnités qu'ils méritent, si je puis me permettre de parler ainsi, parce qu'ils correspondent à un véritable investissement personnel. Et voilà. D'autres observations? D'autres questions, informations? Non? Je voudrais préciser que quand même, en période électorale, nous avons quand même tenu notre engagement. Les indemnités des élus ont été largement diminuées. On peut la communiquer ce soir. On peut la communiquer ce soir, ça ne me dérange pas. Hein. Monsieur Pellissière, si vous voulez, on peut vous la communiquer ce soir. Hein. C'est 471 € pour les adjoints. J'ai répondu à votre question? Non? Non, mais c'est pas... C'est pas du tout ma question. Je sais exactement, moi, combien les montants des indemnités des élus ici. Vous m'entendez? C'est pas la question. Moi, je sais, évidemment, en étant au conseil municipal, quel soit le montant des indemnités. C'est simplement faire preuve de transparence avec nos concitoyens. C'est simplement ça. Avant, ça se faisait. Oui, mais ça ne nous gêne pas de l'annoncer au lectorat. Hein. Mais ça a été mentionné. Ça ne nous dérange pas du tout de l'annoncer au lectorat. Je pense que mes collègues sont tout à fait d'accord avec moi. On va l'annoncer, c'est 471 €. Nous touchons 471 € d'indemnité pour les adjoints. Voilà. Donc les lectorats sont au courant, il n'y a aucun problème pour ça. Il n'y a aucun malaise.
Attendez, moi La preuve. simplement je pose une question. On l'a mentionné au premier conseil municipal. oui. quand même, c'était public. Oui, mais voilà. Bon, je pense qu'il faut arrêter ce débat parce qu'il n'y a pas de débat en fait. Tout le monde est d'accord pour que les informations soient communiquées. Voilà, il y a des, comment dire, des montants qui sont connus de toute façon parce que vous en avez eu connaissance tous autour de cette table. Et j'entends ce que vous dites hein, sur la communication aux lectorois, mais les lectorois ont eu communication du montant puisque nous sommes en audio. Donc j'espère que tout le monde a bien entendu ce qu'a dit monsieur, parmi les gens qui nous écoutent et que je salue. Voilà, que tout le monde a entendu ce que vient de dire monsieur Gobato. Voilà. Je peux rajouter un truc. Madame Manissol, vous voulez ajouter quelque chose? Je souhaitais juste mentionner que ça a été indiqué lors des premiers conseils municipaux. Ça a été rendu public, c'était légal et ça a été, voilà, c'était noté par écrit et ça a été mentionné oralement également. Donc je pense qu'effectivement, il n'y a pas de sujet. On l'a dit au premier conseil. Enfin, ça a été un vote général. Hein. Oui, c'est ça. Mais, ce que dit la loi, c'est qu'effectivement, une fois par an, il doit y avoir communication de toutes les indemnités perçues, une fois par an. Voilà, c'est ce que dit la loi, qui est une loi assez récente et que nous observerons, bien évidemment. Voilà, s'il n'y a plus de questions, je vous propose de lever la séance en remerciant les personnes qui ont organisé le chauffage qui, même s'il était un peu bruyant, nous a permis quand même de tenir cette séance dans des conditions un peu meilleures que celles de la dernière fois et que nous remettrons pour la prochaine séance le 12 avril prochain pour le budget. Merci à tous, rentrez bien chez vous, bonne soirée.